Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Je te remercie. Voilà. Alors, donc nous voici maintenant réunis pour la table ronde et sur le thème du tutorat. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais pas leur laisser la parole tout de suite, bien entendu, comme un bon animateur de table ronde qui se respecte, je vais prendre au moins 30 minutes pour introduire le propos. Et puis après, on verra le temps qu'il leur restera. Donc pour introduire le propos, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord faire un premier tour de table et on ne va pas leur laisser la parole. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'intervenants. Les 4 premiers, ce sont les ancêtres, voire les dinosaures qui ont été formés le millénaire précédent. Les 3 suivants, ce sont ceux qui sont plus frais, puisque eux ont été formés ce siècle-là. Alors, Nathalie, en fait, est d'une certaine manière la seule et l'unique légitime à parler au nom du CNAM, puisque c'est la seule qui a été formée au CNAM. Tous les autres, eh oui, c'est ça la réalité du terrain, et tous les autres, donc Sébastien, Yvan, Léonard, Cécile, Eric et Samuel, ont été formés à Bordeaux. Alors certains d'entre nous se sont plus ou moins rapprochés après du CNAM, mais bon, ça c'est la suite. En tout cas, la formation de formation sur le plan de l'ergonomie, Nathalie est la seule qui vient du CNAM. Il y en a certains qui ont enseigné aux autres aussi. Oui, il y en a certains qui ont enseigné aux autres. Il y a même des gens du millénaire d'avant qui ont enseigné aux gens du millénaire d'après. Tu m'étonnes. Voilà, c'est terrible. Alors, du coup, comment on a procédé? Alors, donc en fait, quand on a vu le programme, je me suis empressé de dire je vais faire l'animation, parce que je voulais surtout pas être à la table ronde et avoir à répondre à des questions auxquelles j'avais pas envie de répondre. Et donc, du coup, j'ai listé toutes les questions auxquelles j'avais pas envie de répondre et je leur ai soumis. Donc, en fait, il y a 10 questions. Alors, je suis un peu surpris parce que j'ai dû merder dans les copier-coller, puisqu'on commence de suite par la deuxième question sur le diaporama, enfin bien voir. Donc l'idée en fait ça a été de leur soumettre les 10 questions, ils les ont eues il y a je sais pas 5-6 semaines, quelque chose comme ça. Voilà. Comme ils sont tous très pris, ils ont mis je sais pas combien de temps pour répondre, et donc en fait ils ont tous renvoyé leurs documents hier soir. Non, ça c'est pas vrai. Ils ont tous bien bossé, et donc en fait j'ai reçu les documents il y a 15 jours. Le souci, c'est que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire leurs réponses, mais eux ne connaissent pas les réponses des autres. Du coup, on va naviguer dans cette table ronde avec les 10 questions, sachant que le RDV Ergo 2017 pour les plus timides d'entre vous fonctionne toujours. Donc à certains moments, j'irai piocher dedans, puisque l'idée c'est que ce soit un échange aussi avec la salle. Et du coup, on aura un premier temps où ils vont répondre aux différentes questions, et un deuxième temps où vous pourrez délivrer toutes les questions que vous avez de l'expérience, que vous avez eu d'être tutoré pour certains, et pour d'autres, être tuteur aussi ailleurs, ou en tout cas pas au CNAM de Nantes. On est parti? Tout va bien? Vous aurez compris que nous ne sommes que des victimes consentantes et qu'on attend qu'on soit mangé à une sauce qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est le principe. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, c'est pas sûr du tout. Voilà, bon, donc comme ça marche pas, du coup je vais revenir en arrière. En fait, la première question qui a disparu, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je suis navré, c'était la suivante, donc c'est quel est le souvenir qui te revient en premier? En premier, on a bien dit. Hein. De quoi? Donc, quel est le souvenir qui te revient en premier quand tu penses à ton expérience de tutoré? Et le Mac étant un peu capricieux, du coup, je n'ai pas le fil sous les yeux. Si, il est là. Pardon. On en est là. Il faut juste que je rush les wagons, ce sera bien. Donc voilà, c'est ça. Quel est le souvenir qui te revient en premier quand toi, tu étais étudiant? Et alors, pour commencer, en fait, déjà, tous n'ont pas bénéficié de tutorat. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on va se dire. Certains ont appris avec un tutorat plus que light. Et là, je me tourne vers Yvan, parce que c'est à Yvan de parler, en fait. Tu veux nous raconter, Yvan, juste en 30 secondes Merci. Alors, sachant quoi, merci Léo. bien sûr, tu n'as pas 15 minutes, hein, tu penses bien.
Non, oui, je me doute bien, ça va être rapide. De toute façon, moi, je n'ai pas bénéficié, en effet, de tutorat. En tout cas, pas du tout sous la forme telle que... Bon, du tutorat, tout court, il n'y a pas de forme si différente que ça. On avait des réunions collectives, où collectif, quand je dis ça, on était... à Bordeaux, on était 8, mais 4 en ergonomie et 4... enfin, il y avait voilà, on avait des groupes de 4, et donc on discutait à 4 de temps en temps sur nos parcours de terrain, mais on n'avait pas vraiment de tutorat. Et je le regrette bien, parce que ça aurait permis, je pense, d'envisager le terrain différemment, sachant que le terrain, on le faisait plutôt à la fin de l'année. Donc on avait une longue partie de 2-3 mois où on ne revenait pas en cours. Bon, merci. Alors je ne vais pas les remercier à chaque fois, parce que vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on va donner la parole, mais on les remerciera à la fin comme il se doit. Alors des fois, en fait, le premier souvenir qui revient du tutorat, c'est pas un souvenir agréable. Alors il paraît que Cécile et Nathalie ont des choses à nous dire sur ce sujet. Qui commence ? Je prends la parole. Mon premier souvenir de tutorat, c'est une bonne soufflante. Bonne soufflante que j'ai pas très bien appréciée sur le moment, puisque on vit chacun à ce moment-là des situations qui sont plus ou moins difficiles et qu'on arrive plus ou moins à partager. Mais après, avec le recul, je pense qu'elle était un peu méritée. Et que finalement on est tous là professionnels, mais que probablement on a tous eu 2-3 petites claques derrière la tête pour avancer. Donc voilà, je ne dirai pas pourquoi je me suis pris une soufflante. Vous voulez savoir ou pas ? C'est le seul truc. Ouais, on veut savoir. Hein. Parce que j'arrivais pas à avoir de terrain. En tout cas, l'impression qui était donnée, c'est que je m'investissais pas assez dans la recherche du terrain. Tu veux bien répéter ? Je n'ai pas entendu. Non. Merci beaucoup. Nathalie ? Alors moi j'en ai une première qui serait du même ordre, on va dire, à peu près que Cécile, où mes choix de terrain avaient été largement soumis à discussion un peu musclée avec mon tuteur. Mais c'est pas celui-là que je vais retenir, c'est que jusqu'au mois d'avril, mai, j'arrivais en séance, donc une séance une fois par mois, à l'époque c'était le TPB3, et on avait fait nos analyses avec notre binôme, on présentait nos analyses, on disait c'est très bien les filles, mais on voit pas l'activité. Et on repartait toutes les deux, on se grattait la tête, on se disait mais pourtant on a bien... Et ça nous a duré quand même jusqu'au mois d'avril, mai. C'est le souvenir qui me reste le plus fort. Je ne suis pas certain que tu sois la seule à avoir entendu ça. Alors des fois, c'est le premier souvenir qui vient, en fait, c'est une question. Mais une question qui est revenue très souvent. Il paraît que Eric, avec Jacques Escoutelou, ils ont eu des rapports un peu comme ça. Ouais, moi c'était pareil, c'était une fois par mois, je pense qu'on se voyait toutes les 3 semaines, je me souviens plus bien, mais on était tous en groupe, et donc moi j'étais dans le groupe de Jacques Escoutelou, donc enseignant à Bordeaux pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a un style assez qu'on perçoit tout de suite quand on le connaît. Et dès la deuxième fois, il m'a dit et en fait, il en pense quoi le directeur ? Ou alors, il va bien le directeur ? Et il me l'a posé mécaniquement, systématiquement toute l'année. Mais j'ai compris, je pense, 1 an après, que simplement il n'était pas suffisamment impliqué dans la démarche et que ma démarche, on va dire, ma conduite sociale était bancale, quoi. Voilà, tout simplement. Mais il m'a jamais donné la réponse, hein, jamais. Hein. C'est son style, voilà. Alors, si je vous dis maintenant que celui à qui on va donner la parole, il y a tellement d'exemples qu'on veut lui en demander d'en retenir que 2. Vous voyez de qui je veux parler ? Oui ? Des claques dans la figure. C'est quoi, Sébastien, le premier souvenir qui te revient de quand toi tu étais tutoré ? Alors, moi j'ai un souvenir, c'était, je me remémore plusieurs en face, c'était l'angoisse de préparer les présentations dans le cadre des temps collectifs et la difficulté de faire synthétique pour à la fois présenter le contexte, présenter ce qu'on avait fait, et ça rentrait jamais. Et ça débordait tout le temps et on était frustrés, et ça m'a marqué, je pense, par rapport à effectivement analyse synthèse, voilà, qui est un travail toujours très compliqué. Ouais, t'as le droit à une deuxième, parce qu'il y en avait quand même 5. Hein. Alors je m'en rappelle plus. Alors tu m'aides, tu me donnes un indice. C'est pas très grave. Bon, alors du coup, parfois ça relève de l'ordre des histoires.
Sauf que peut-être qu'on pourrait avoir un exemple d'histoire qui t'a marqué, Samuel. C'est vrai que moi, je me souviens surtout des histoires que... En fait, on avait des... Je pense qu'on a même eu Léo en terrain, probablement. Quoi, tu veux dire que tu m'as eu comme tuteur? Ouais, c'est possible. Et alors, tu t'en es remis? Je sais pas. Je me souviens en particulier qu'on avait de temps en temps Jacques Christol qui venait au terrain et qui effectivement racontait des histoires. Parfois des histoires fleuves, vraiment. Clairement, le maître du temps était en grande difficulté globalement les jours où venait Jacques Christol. Et il racontait des histoires qui parfois portaient sur les vignerons de son village, par exemple. Et il marquait des temps d'arrêt assez longs pendant l'histoire. Et en règle générale, il y avait pas mal de choses à comprendre à ce moment-là. En fait. Allez, je m'étais engagé à pas moi non plus répondre aux questions, mais Jacques Christol avait un truc sur le sujet des vignerons qui disait que ce n'est pas en tirant sur le cep qu'on fait pousser la vigne. Et avec un grand tambour. Alors, la deuxième question, parce que voilà, donc au départ, l'idée c'était quand même que vous ayez la question en fil rouge là-haut. La deuxième question, en fait, j'ai posé le micro devant. Oui, toi. Donc en fait, c'est quel est le truc que tes anciens enseignants se sont évertués à te faire comprendre, à te faire faire, pardon, ou à te faire comprendre, et que tu n'as pas, enfin que tu n'as compris que des années plus tard. Et il paraît que Cécile, la question d'aller au fond des choses, c'est un truc que tu as mis du temps à comprendre. Ouais, ça, merci parce que en fait, je me souvenais plus ce que je t'avais répondu. Mais c'est mon job aussi de te le rappeler, tu sais. Ouais. Et si je me trompe pas de ce que je t'ai répondu, et la alors question de l'explicitation de ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que des fois, et tout le monde le fait, on dit des choses. Sauf que ce que vous nous dites et ce qu'on pouvait dire et ce que je pouvais dire, c'était pas ce que je voulais réellement dire. Et la question systématique et récurrente, moi, c'était pas « et ton directeur ?» Moi, c'était « et alors ?» Alors, je reformulais, et puis la séance d'après, on était reparti pour « et alors ?» C'est Samuel qui prend la parole ensuite, et il paraît que c'est pas simple, ces histoires-là. Je me souviens pas exactement ce que j'ai répondu à cette question. Le texto, ce que tu as mis, c'est qu'aucune intervention n'est simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as ajouté quelque chose juste après, qui est « il faut se protéger du client ». Oui, merci Léo. J'ai dit ça. C'était moi. J'ai la preuve, j'ai la preuve. Non, mais c'est vrai que... c'est vrai qu'on peut. J'ai le sentiment d'être sorti de la formation, avec beaucoup d'envie, pas mal de confiance, et puis en fait d'avoir raté un paquet d'interventions derrière en réalité. Quoi. Et d'avoir pris pas mal de claques à la suite. Voilà, et aujourd'hui, encore plus que jamais, je pense qu'il n'y a absolument aucune intervention qui est simple, en fait, quoi. Et que dès que je baisse la vigilance, il y a un risque énorme, en fait. Voilà. C'est un peu ça que j'ai compris. On va donner la parole à ton jumeau. Tu te souviens, toi, de ce que tu as répondu? Il paraît qu'il y a une histoire de casquette, mais bon, pour les supporters de foot, ça va? Oula, une histoire de casquette, t'es sûr? Parce que là, j'ai mes réponses et c'est pas dedans. Hein. Ah, mais c'est dans le deuxième. Ah, si, on peut dire qu'il y a une histoire de casquette quand même. Si, c'est une histoire de casquette. Non, j'ai eu un mal fou et je me suis. J'ai un peu de caractère pour ceux qui me connaissent et je me suis un petit peu embrouillé avec à l'époque Christian Martin et Jacques Escouteloup sur le fait de pouvoir être et ingénieur et ergonome. Et ça me perturbait énormément de ne pas pouvoir faire les deux. Parce que comme c'est ma formation initiale, je me disais c'est quand même trop con d'avoir passé 5 ans et de rien en faire. Et puis ça me paraissait malin, quoi. Tu fais l'analyse, tu fais la transformation, ça me paraissait malin. Et j'ai vraiment eu du mal à comprendre, quoi, l'écart de positionnement et cette espèce de
de schizophrénie qui serait nécessaire à pouvoir faire les deux en même temps, quoi, au même moment, dans la même intervention. Donc ça a été effectivement assez douloureux à comprendre. Et je pense que la réponse est venue simplement par le terrain, quoi. C'est-à-dire que le jour où on a animé correctement, qu'on a mené sa première intervention correctement, ce qui n'était pas dans le cadre de Bordeaux, puisque je pense que mon terrain était plutôt de mauvaise qualité au global. Donc c'est plutôt après, c'est là où on mesure à quel point ce qu'on apprend pendant un an, là ça sédimente, quoi, et on s'en rend compte vraiment, et après c'est définitif pour le coup. Merci. Pour une fois, il avait fait simple. En tout cas, il avait fait extrêmement concis, puisque ça tient en quoi ? En 2 phrases à peine. Mais il y a une histoire de dire simplement la complexité, Sébastien, apparemment. Oui, alors en fait, c'est la deuxième réponse que j'ai faite à la précédente. Est-ce que c'est simplifier les messages, c'est ça? Non? Oui. Aller au bout des conclusions et des implications. Donc là, je me retrouve bien dans Cécile, ce qu'elle évoquait. Aller au fond des choses. On coupera en montage. Hein. On coupera au montage. C'est filmé, il ne faut pas oublier quand même. Non, alors du coup, par rapport à la question d'avant, il y avait un élément qui me revient là et que j'avais envie d'évoquer. Donc vous aurez compris, en fait, il va répondre à la question 1. On a la main. Non, ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est que je travaillais à la Poste et il y a quelque chose que j'avais pas compris, c'était qu'il y avait des choses qui venaient grâce à la méthode. Et quand une fois, c'était Gabriel Carbaleda qui était intervenu et qui disait « Mais est-ce que vous avez pensé une seule minute qu'au guichet de la Poste, il peut y avoir des gens qui parlent une langue étrangère ?» Et ça m'avait paru complètement hallucinant, qu'ils pensaient à des trucs aussi énormes que ça. Moi, j'étais passé complètement à côté et je n'avais pas fait le lien avec la méthode. Et c'est vrai que ça m'a marqué énormément. Je me dis, bah oui, finalement, on peut penser à des choses toutes bêtes, mais si on n'a pas la méthode, on passe à côté. Donc ça a été un élément dans le tutorat qui a été vraiment très marquant pour moi. Alors, on va terminer ce tour de questions avec Yvan. Pour moi, ça fait lien avec des choses qui ont été dites, notamment autour de la doctrine, si tant est que dans la doctrine, il y a quelque chose autour de l'analyse de l'activité. Oui, c'est vrai que dans les séances collectives que l'on avait par rapport à notre terrain, quand on se trouve face à François Dianilou, parfois, on n'est pas très à l'aise aussi dans ce qui est attendu. Et en tout cas, à l'époque, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que dans une situation telle que celle sur laquelle je me trouvais, dans une industrie pharmaceutique, où il y avait où j'analysais l'activité de mirage, donc en fait, ce sont des personnes qui sont derrière une vitre, une sorte de vitre, une petite machine, elles appuient sur un bouton, il y a 5 ampoules qui apparaissent, et elles regardent s'il y a des défauts, elles appuient, quand elles ont détecté un défaut sur une ampoule, ça éjecte l'ampoule qui est défectueuse, et puis après elles rappuient pour que ça passe. Donc ça, je trouve ça tellement simple comme travail que je ne savais pas quoi dire, quoi. Je ne savais pas comment analyser le truc. Elles appuient sur un bouton et regardent des ampoules, elles appuient sur des boutons et regardent des ampoules. Et là, mon premier stage, c'était ça. Et du coup, il a essayé de me faire comprendre qu'il fallait que j'analyse le travail, qu'il fallait que j'aille creuser, qu'il fallait que j'analyse l'activité. Et ça a duré pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin où je me suis dit, je vais quand même aller faire du comptage. Donc je suis allé faire du comptage, je suis allé regarder les défauts, j'en ai observé plusieurs, j'ai fait des comparaisons, j'ai fait une analyse du travail. Mais quand j'ai passé ma soutenance, quand je suis intervenu, je ne l'ai pas dit. Donc il m'a dit, mais tu as tout écrit dans ton rapport, tu as fait ce que je t'ai demandé, mais pourquoi tu ne le dis pas? Et je pense que j'ai compris que plus tard ce qu'il attendait vraiment de moi, et c'était ça en fait. Merci. Alors, donc troisième question, vous l'aurez compris, il en reste 7 encore, hein, c'est fou, ça va pas vite. Hein. Donc quel est le conseil qui t'a le plus aidé dans ta carrière professionnelle? On va donner la parole à Eric, et juste avant de lui donner la parole, dans ces 2 jours, à 2 reprises, j'aurais entendu que le manager est un opérateur comme les autres, oui et non. Et c'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement mal à l'aise, parce que ça voudrait dire potentiellement qu'il faudrait adapter l'analyse de l'activité à ces opérateurs, si tant est qu'ils soient des opérateurs différents. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Mais en tout cas, vraisemblablement, il y a des choses qui touchent cette question de tous opérateurs.
Ouais, je vais essayer d'aller vite et puis je vais surtout pas essayer de répondre à ta question parce que trop compliqué. Donc voilà, je laisserai Sébastien faire, il y arrive bien. Non, moi ce qui m'a marqué, et vous allez très vite le comprendre, un de mes enseignants c'était Jean-François Thibault. Et Jean-François Thibault, je sais pas si vous avez un peu l'idée, enfin l'image qui renvoie de l'ingénieur. C'est quand même un mec un peu débile qui aime les carrés rouge, vert, jaune. Et si on lui met pas un truc dans un carré de couleur, il peut rien faire le con, quoi. Et donc, moi j'arrive à Bordeaux, pas forcément dans l'intention d'être ergonome, mais dans l'intention d'être ingénieur avec des compétences que je pourrais importer, quoi. J'ai plein de copains qui sont ingénieurs et j'entends ça pendant des semaines et ça m'a été extrêmement coûteux, ça a été vraiment très douloureux parce qu'il y a une espèce de caricature de l'ingénieur qui est faite qui est assez terrible, voilà. Et du coup, moi, j'ai gardé ça de façon très marquée en me disant, à un moment donné, il faut arrêter ce positionnement vis-à-vis des ingénieurs en se disant, ils sont juste bêtes. Non, ce sont des opérateurs comme les autres, ils ont leur propre marge de manœuvre. Et ça m'a vraiment marqué, ce qui fait que j'ai toujours considéré toute personne dans une intervention comme étant quelqu'un qui, comme les opérateurs, ont ou pas des marges de manœuvre pour faire leur activité. Et c'est à cause, entre autres, du style de Jean-François, quoi. Voilà. Vous avez tous expérimenté aujourd'hui. Bon, on va donner la parole à Sébastien pour qu'il tente de répondre à la grande question, hein, monsieur. Oui, la question c'était quel est le conseil Quel est le conseil qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Moi, je citerai Jean Schramm. On présentait un organigramme, et un organigramme, ça sort d'un côté ou de l'autre. C'était oui ou non. Et il a eu cette remarque et il dit ça dépend, t'en fais quoi? Et ça m'a scotché. Et je pense que c'était une très bonne remarque. T'as descotché depuis? Pas encore, tout à fait. Alors, tu veux bien répondre? Oui. Ah, j'ai eu peur qu'elle me dise non. Premier conseil c'était le premier conseil qu'on m'a donné sur mon premier stage, et qui était un stage guidé par l'ergonomie, mais pas complètement d'ergonome, puisque c'était l'APST, c'est l'ergologie, qui était mon premier diplôme. Donc un stage d'évaluation des risques qui était encadré par un DRH dans une boîte qui fait des sodas. Et quand on a fait le bilan du stage, sur le contenu, c'était pas complètement sa technicité, sa tasse de thé. Par contre, on m'a dit, il va falloir que vous appreniez à faire quelque chose, c'est à ne pas dire non d'entrée de jeu quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit. Donc depuis, j'essaye de ravaler le non et d'écouter. On va donner la parole à Yvan avec des questions autour de prévention, ergonomie. Il y a des trucs autour de ça, apparemment. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai pas démarré tout de suite. Ma première profession, moi, ça a été conseiller de prévention des risques professionnels à la Mutualité sociale agricole de Nantes. Donc j'ai démarré donc autour de la question du risque, puisque la formation que l'on suivait à l'époque, c'était quasiment 1 an et demi, où on se retrouvait au moins une semaine par mois à Paris ou à Tours, je ne sais plus où, et où on apprenait à ce que c'était que les risques phytosanitaires, les risques liés à l'utilisation des machines, les risques liés au bâtiment, les risques machin, les risques trucs. Et du coup, le premier conseil que j'ai reçu, moi, il me vient de... Alors, tu as bien dit carrière professionnelle, hein, tu n'as pas dit forcément en ergonomie. Voilà. Donc moi, le conseil, il m'a été donné par un conseiller de prévention des risques professionnels que j'apprécie beaucoup, qui m'a dit ce qui est important, puisque nous, on a la chance de pouvoir accompagner les entreprises pendant une longue durée. Et la durée, c'est important. Donc, on n'est pas consultant, on n'est pas là pour 1 semaine, 2 semaines, voilà. On intervient sur la durée. Et du coup, ce qui est important, c'est le chemin que l'on prend pour les accompagner. C'est pas le bout, la fin, c'est le chemin que l'on prend. Et ça, j'ai gardé ça en tête depuis lors. Voilà. Bon alors attention, hein, parce que là, on va passer la parole à Samuel. Et Samuel, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que parfois, il vaut mieux se taire. Effectivement, moi, un des conseils que j'ai le plus retenu et qui m'a été le plus utile, c'est Samuel, il faut savoir se taire. Et au début, je pense que je ne l'avais pas trop intégré. Et une des premières personnes avec qui j'ai travaillé après, qui est Jesus Villena, me l'avait bien dit, parce qu'il avait dû voir que quand j'allais faire des observations, l'opérateur il en plaçait pas une au début. Et en fait, un beau jour, donc j'étais en réunion avec lui, c'était en Espagne, et à la fin de la réunion, il m'a dit... et on avait une réunion et puis aussi des observations avant. Il m'a dit
ouais, là c'est bien, tu vois, là je pense que tu as bien compris ce concept-là. Et je lui dis, c'est super sympa, mais si j'ai rien dit, c'est qu'en fait, je suis incapable de parler en espagnol pour le moment. Bon, et toi, tu veux nous parler de l'absence de conseils. Ouais, l'absence de conseils parfois peut être... alors, c'est pas très aidant sur le moment, donc ça répond pas vraiment à la question de Léonard. Moi, je suis sortie du master avec aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais faire ergonome, hein, mais il y a quand même différentes voies possibles. Et puis, je me suis dit, ouais, les profs, ils sont de super bons conseils depuis le début de l'année. Il y en a bien qui va me donner une réponse. Et j'attendais vraiment une réponse pour m'aider à m'orienter, quoi. Et là, je me suis entendue dire, Cécile, on s'en fout, tu peux tout faire. Ok. Ça m'aide pas beaucoup, sauf que, au final de ma carrière, ça m'a fermé aucune porte. Et puis toutes les opportunités, je les ai prises telles qu'elles sont venues. Et au final, ça s'est plutôt bien combiné pour moi. Alors celle-là, c'est la quatrième question, c'est une de mes questions préférées et c'est Sébastien qui va y répondre en premier. Alors, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu le fameux déclic et est-ce que tu veux bien nous le raconter ? Le fameux déclic, j'en ai fait part d'une partie. Il y en a eu plusieurs. Hein, c'est à chaque fois qu'effectivement, en faisant une analyse, toute l'hypothèse qu'on avait construite, elle tombe par terre. Et que on retourne parce qu'on n'a rien compris. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plein. Et je pense que c'est ça le déclic, c'est que on ne comprend jamais rien et qu'il faut l'accepter. Et que le fait de ne pas comprendre, c'est quelque chose de très fort. Hein, et que d'avoir des gens en face qui disent vous c'est bien, vous ne comprenez pas tout et ça change. Yvan ? Vraisemblablement, toi, tu répondrais à la question avec, alors je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais avec une histoire d'effet miroir, ou en tout cas d'effet... ouais, c'est ça, hein, ça te convient ? Le micro. Ouais, le déclic, j'ai mis longtemps, moi. C'est pas venu tout de suite, mais il faut dire que j'ai eu un parcours donc, en prévention des risques professionnels. Pendant un certain nombre d'années, je suis assez éloigné finalement du monde de l'ergonomie, c'est-à-dire j'étais pas en relation directe avec des confrères en ergonomie, j'étais plutôt en relation avec des conseillers en prévention des risques professionnels qui étaient majoritairement pas des ergonomes. J'ai beaucoup échangé avec eux et du coup j'ai pas tant pratiqué ça d'intervention ergonomique, en tout cas pas d'analyse systématique comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Et quand j'ai créé ma structure, je me suis associé. Avec presque un ingénieur. Voilà. Pardon. En tout cas, on s'est associé sur cette base de complémentarité avec un regard, donc moi, plus centré sur l'humain, plus centré sur le travail de l'homme, et lui, plus autour des questions de technique, de sécurité des machines, de méthode, de bureau d'études, d'ingénierie, etc. Et c'est en intervenant avec lui que j'ai compris que dans nos échanges, il oubliait quand même quelque chose d'essentiel. C'est qu'il ne s'intéressait pas du tout à ce que faisaient les personnes, tout simplement. Il ne s'intéressait pas aux opérateurs du tout, mais vraiment pas, quoi. Et donc ça m'a, voilà, c'était ça. J'ai dit mais là tu as oublié quelque chose quand même. Là tu me présentes des choses, tu me dis que la machine est sûre, tu me dis que ça va fonctionner, tu me dis mais ils sont où les opérateurs, comment ils travaillent, qu'est-ce qui va se passer. Tout ça il ne le prenait pas du tout en compte. Donc tout ce qui était diversité des personnes, diversité des temps, diversité des lieux, variabilité des situations. Régulation, aléa, etc. Et même, j'ai envie de dire, toute l'intelligence des opérateurs, en tant qu'experts de leur propre travail, je trouvais qu'il est sous-considéré énormément, en tout cas dans la prise en compte de la réalité de leur situation. Voilà. Donc ça m'a permis de comprendre qu'en effet, quand un ergonome intervient, il travaille sur quelque chose d'important, qui est autre chose que d'autres professionnels. Voilà. D'accord. Nathalie ? Du coup... Ouais, je le prends si tu veux. Ça roule, pas de souci. Nathalie, toi, c'est quand tu vois les gens discuter après avoir présenté une analyse. Eh oui. Eh ouais. Eh oui. Après avoir présenté, donc là pour le coup en ergo, on
on est en formation, donc je fais respectueusement, scrupuleusement ce qu'on me dit de faire. Donc je dépiote, effectivement. Je vais faire des relevés sur le travail. Je dépiote, je croise. Moi, je vois, bon, très bien, je le fais en train de le faire. Mais l'ayant intégré, j'ai l'impression que c'est normal. Et je vais présenter ces résultats-là en comité de pilotage. Et là, des membres du comité de pilotage, un directeur d'hôtel et une gouvernante générale, puisque mon premier stage d'ergo, je l'ai fait dans l'hôtellerie, commencent à parler autour du travail des femmes de chambre sur la base de ce qu'on leur avait amené. Et pour moi, ça a été ça le déclic. Donc, comme quoi un déclic, ça peut être très ponctuel, ou alors dans le cas de Samuel, finalement, une histoire de multitude d'échecs, d'échanges. Ouais, sur les déclics, je trouve que c'est pas un terme évident. Le déclic, aujourd'hui, moi je considère que j'ai encore des déclics et j'en aurai encore, j'espère. Je pense que toute la pratique est pour moi, il y a plein d'étapes déclics en fait. Non, par contre, pour moi, le seul déclic dont j'ai envie de parler, c'est plutôt le moment où je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier-là. Et là, pour le coup, c'était un vrai déclic pendant l'intervention de Master 2, où voilà, l'intervention démarre doucement. On est vraiment dans un mode où je savais pas trop comment m'y prendre, et le jour où les analyses, à partir des analyses, on arrive à trouver des éléments qui vont être utiles au projet, et que d'un coup, c'est les gens de l'entreprise qui se mettent à m'appeler et qui se mettent à me poser des questions, et on voit qu'à partir des éléments d'analyse du travail qu'on leur apporte, le projet est en train d'avancer. Là, je me suis dit, c'est super, quoi. Voilà. Bon, alors, finalement, tout ça est peut-être un peu trop structuré. Et on va faire une pause, si vous voulez bien, dans l'enchaînement des questions, puisque toute celle-là était déjà préparée. La pause, en fait, donc on va passer de la 4e question à la, je sais pas, 7, 8e, quelque chose comme ça. Et on va aller directement, maintenant que vous les connaissez un petit peu mieux, sachant que tout le monde n'a pas répondu, mais c'est pas très grave. On leur a demandé de choisir une image pour parler du tutorat. Et du coup, si vous voulez bien, de là où vous êtes, un certain nombre d'images vont défiler. Et du coup, on va les laisser parler pour que chacun présente son image du tutorat. Et vous aurez tout loisir de réagir, de les interroger, sachant que j'ai un certain nombre de questions, j'ai vu. Donc si elles ne sont pas posées, je les poserai en complément. Et du coup, alors il faut que j'avance un peu, parce que donc, de la 4e, il faut que j'aille à la, non pas 5e, non pas 6e, c'est la 7e. Non plus, c'est la 8e. Alors, la 8e, c'est celle-là. Vraisemblablement, il y en a certains qui pensent que c'est une histoire de graines semées. Alors, est-ce que celui ou celle qui a parlé de graines semées veut bien prendre la parole? Oui, c'est bien toi, Sébastien. Oui. Oui, alors effectivement, l'idée c'était les graines, et ces moments-là sont pour nous extrêmement précieux. C'est de revoir les personnes qu'on avait accompagnées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et de prendre conscience finalement que, au-delà d'avoir planté la graine, on a essayé de préparer le terrain pour que cette graine continue à grandir, et de voir que finalement, même sans nous, chacun a trouvé une voie assez originale. Et de constater que finalement on a été un petit maillon de la chaîne, pour certains de la déconstruction, de la reconstruction, et que à partir de ça, chaque graine plantée a évolué de façon tout à fait différente et originale, bien au-delà de ce que nous on aurait pu imaginer. Et chaque étudiant qu'on a suivi nous donne une image de ce que pourrait être l'ergonomie que soi-même on n'aurait même pas pu imaginer au travers de notre pratique. Ça vous parle, certains d'entre vous, les histoires de graines? Apparemment, je vois des oui. On vous laissera la parole après. Pardon. Alors, il paraît que pour certains, ça relève de quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas reçu
de mots, j'ai reçu qu'une image. Mais Samuel va le mettre en mots, très certainement. Je te remercie Léo d'avoir sélectionné une photo parmi les 10 que je t'avais envoyées. Celle-là, bon, je pense qu'elle est parlante, mais c'est vrai que c'est un peu la sensation que moi j'ai parfois. Vous pouvez être lancé sur une voie à toute vitesse, et on va arriver en vous questionnant sur un point qui peut remettre un peu en cause tout ça, et voilà, en fonction de la manière dont ça se passe, ça marche ou ça marche pas, comme on peut le voir là. Mais c'était une des facettes, une des photos que je t'avais données. 10, vous pouvez pas les passer toutes. Hein. Alors, il paraît qu'il y a des histoires de tuteurs dans le tutorat. Moi, je suis assez basique comme fille. Hein. On me parle de tuteur. Tout de suite, j'ai une image du jeune arbre qu'on aimerait qu'il pousse droit, et puis que les racines prennent bien, de façon à ce qu'une fois que tout ça c'est bien implanté, on puisse lâcher. Puis si l'orientation que le jeune arbre prend, c'est plus tout à fait droit, c'est pas grave, parce qu'il est bien dans le sol, et puis il n'a plus qu'à se déployer. Donc, voilà. Bon. C'est basique, mais c'est classe. C'est efficace. Allez, alors par contre, celle-là n'est pas très fidèle à celle que Yvan m'avait proposée, parce que Yvan avait fait un truc super élaboré, mais il y a quand même une histoire de pierre, il y a quand même une histoire de mur à construire. C'est pas un beau monument, hein, je suis navré, mais... Oui, j'ai pris l'image des bâtisseurs de cathédrales, donc en effet, là il y a du boulot. Il y a un écart là. Donc en tant qu'ergonome modeste, oui, je nous considère comme des bâtisseurs de cathédrales, et en tant que tuteur accompagné à l'apprentissage de la taille de la pierre, comme pourrait le faire un compagnon avec des apprentis. Je trouvais cette image intéressante, avec cette idée que toutes les pierres ne sont pas les mêmes, qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, que la clé de voûte, par exemple, qui permet de tenir le reste, ce serait l'analyse du travail, l'activité. Mais que toutes sont importantes, parce que s'il en manque une, ça tombe, quoi. Merci, Yvan. Alors celle-là, je ne suis pas certain qu'il s'attendait à ce que je mette ça, mais moi je trouve qu'elle résonnait bien avec ce que tu nous as dit, Eric. Écoute, je connaissais pas la photo, donc puis je la vois qu'à moitié, donc c'est pas grave. Vous l'avez vous? Non, moi, une image pour moi de ce qui est essayé de faire ressentir quand on fait du tutorat, c'est l'idée que quand on va sur le terrain, on capte plein de choses, quoi, comme un puzzle où toutes les pièces sont éclatées, et de réussir à faire en sorte qu'à un moment elles s'assemblent. Et que tout d'un coup ça crée entre guillemets un premier déclic, quoi. C'est la fameuse phrase, je pense que pour ceux qui sont formés ici, vous l'avez peut-être entendu une ou deux fois de la part de Christophe, faire diagnostic. C'est exactement ça, quoi. Pour moi le puzzle c'est reconstituer ça et aider à faire le tri dans les pièces et à les ordonner, à les tourner dans le bon sens, quoi. Voilà.